le titre en français parce que jusqu'ici j'avais juste reçu le titre en anglais, donc pas de cookies pour moi. On va faire régime. La protection de la vie privée en ligne réussira-t-elle à renforcer la confiance et la sécurité numérique? Tout un programme. Alors, je me présente d'abord, Christian Debouc. Je suis consultant en continuité en résilience des entreprises, donc pas directement relié à ce genre de sujet, quoique quand on commence à aller chercher les données personnelles des gens, on est très vite dans l'aspect également où on peut les menacer, les rançonner, de divulguer des informations confidentielles, de les traquer, éventuellement même de faire du tiger jacking, très, très populaire dans le monde financier. Donc on est vraiment ici à une frontière qui m'intéresse très très fort. Et en plus, en tant qu'utilisateur d'Internet, les cookies, c'est quelque chose qui personnellement m'agace prodigieusement, mais on va revenir là-dessus. Donc je vais laisser mes deux experts panélistes se présenter. Donc Alex Carroll, je viens de Berlin, je travaille pour une petite boutique de consulting Tech GDPR qui offre des services d'analyse de conformité au RGPD essentiellement. On fait pas mal de services autour de l'analyse de conformité, de l'audit à la conformité, de l'analyse de l'anonymité aussi, qui est un nouveau produit qu'on va sortir bientôt. On accompagne beaucoup de nos clients en tant que Data Protection Officer, délégué à la protection des données. Yes. Et du coup, ça me permet de faire une transition rapide en disant que je ne me sers jamais du français au travail, donc je vais peut-être avoir un peu de mal aujourd'hui avec le vocabulaire. Donc accordez-moi quelques anglicismes à droite et à gauche. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Raina Stamboliska, donc je travaille pour ma propre société. Qui en fait s'occupe de tous les sujets autour de la gestion du risque numérique au sens très large. Donc on parle bien évidemment de cybersécurité, donc tout ce qui est continuité d'activité, gestion d'incidents et notamment de crises, et aussi de tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Parce que les deux sont intimement liés, même si on ne parle pas exactement des mêmes sujets, mais il y a quand même un chevauchement qui est important. Et par ailleurs, j'ai également pas mal d'activités autour de tout ce qui est affaires européennes, donc tout ce qui est réglementaire européen sur le numérique, parce que je me rends compte que beaucoup de mes clients peinent en fait à se projeter dans l'avenir et à ce que l'avenir nous réserve, notamment en termes de réglementaire, parce que la conformité, la compliance au sens large, c'est une composante du bon fonctionnement du business et aussi de tout ce qui est gestion des risques. Donc voilà, je suis basée à Paris et je vais, si tout va bien, prochainement ouvrir des bureaux à Bruxelles aussi. Et bienvenue. Or donc voilà, bon, je suis un utilisateur lambda, je surfe sur Internet, j'arrive sur un magnifique site qui, très prometteur, me promet monts et merveilles en matière d'information. Et la première chose que je dois faire, c'est accepter ou ne pas accepter les cookies. Alors là, déjà, j'ai un premier hérissement. Je me dis, bon, soit le site ne me demande rien, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire là derrière? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de cookies? Dans le meilleur des cas, le site me dit, voilà, nous utilisons des cookies, mais vous avez le droit de tous les refuser. Alors, je me demande, tiens, comment se fait-il que eux, ça fonctionnait sans cookies, alors que d'autres sites me disent, voilà, je suis obligé d'accepter un minimum de cookies fonctionnels. Qu'est-ce qu'on appelle des cookies fonctionnels? Jusqu'où est-ce qu'on va? Alors là, j'ai le poil qui s'érisse un petit peu plus quand j'arrive sur un site qui me dit, vous pouvez refuser les cookies, et je dois refuser un par un une centaine de partenaires à qui on pourrait éventuellement un jour partager mes données à caractère personnel. Et alors plus récemment, la nouvelle tendance est de dire vous acceptez les cookies ou vous prenez un abonnement payant pour ne pas profiter des cookies. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Madame Raina? Toujours les questions simples pour moi. Alors, c'est vrai que c'est devenu un sujet de crispation générale pour tout le monde,
pas seulement pour les utilisateurs simples, on va dire, parce qu'on est tous l'utilisateur final de quelqu'un, hein, en fin de compte, quel que soit notre travail. Et en fait, c'est là où, on va dire, on parlait un peu de technique, c'est là où il convient de distinguer des cookies dits internes, hein, first party, comme disent les anglo-saxons, ou des cookies tiers. Donc les cookies internes sont les cookies du site que vous visitez, qui va en fait vous aider à ce que ce site fonctionne bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un site multilingue, par exemple, j'ai envie d'afficher ce site toujours en français et non pas en allemand, parce que mon allemand est franchement... voilà. Donc en fait, je vais y retourner de façon récurrente et je veux à chaque fois, sans avoir à cliquer passer sur le site français, je veux qu'il me l'affiche en français. Donc cette fonctionnalité-là, elle va être, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, elle va être en fait gérée, prise en charge par un cookie fonctionnel interne au site que je visite et qui en fait va dire cette personne-là, donc ce profil numérique-là, en fait lui servir le site en français. Même chose quand vous créez un compte sur un site, vous pouvez cocher la case rester connecté. Ça, c'est un cookie de session. Pareil, donc il va dire, voilà, la session, par défaut, elle est de 20 minutes, voilà, ou même 10 pour certains, mais je vais la régler sur, je sais pas moi, 30 jours. Et donc, si vous revenez sur ce site une autre fois dans le cadre, par exemple, des 30 jours, vous serez toujours connecté. Ça, ce sont des cookies qu'on appelle internes. Et c'est pour ça que ces cookies-là, par exemple, on ne peut pas les refuser dans les grands bidules qu'on nous sert pour gérer les cookies, parce qu'en fait, ces cookies-là font que le site marche comme on aimerait qu'il marche. Là où les choses commencent à se corser et à devenir sensiblement désagréables, c'est avec les cookies dits tiers, qui sont en fait souvent des cookies marketing, des cookies statistiques, des cookies de publicité ciblée, de reciblage, etc. Et donc là, on va avoir des cookies généralement d'audience. Qu'est-ce que cette personne, ce profil-là, quand ce profil vient sur ce site-là, qu'est-ce que cette personne fait? Est-ce qu'elle clique d'abord sur le gros bouton « Abonnez-moi » ? Est-ce qu'elle est, par exemple, si c'est un site de e-commerce, est-ce que cette personne passe du temps à chercher des choses, toujours des pantalons noirs? Moi, mon profil, c'est rouge et noir, hein, pas de surprise, c'est des vêtements rouges et des vêtements noirs. Donc, quel que soit le site, c'est simple. Donc, mais tout ce truc-là, pour les gens qui gèrent l'aspect marketing, qui gèrent l'aspect approvisionnement, etc., en fait, ça va les intéresser parce que ça leur permet de savoir quel est notre comportement, qu'est-ce qu'on vient chercher, en fait, sur leur contenu. Et vous allez avoir des fonctionnements similaires, même si les technos sont un peu différentes, vous allez avoir des fonctionnements similaires sur du mobile, où là, on va avoir, en fait, d'autres types de traceurs, qui ne sont pas exactement... La CNIL en France les appelle traceurs en général, dont les cookies font partie. Et donc là, on va avoir l'identifiant du téléphone et l'identifiant publicitaire du téléphone, qui forment en fait le socle de ces traceurs-là. Tu veux rajouter des choses? Non, mais si ce n'est pour dire qu'effectivement, pour répondre à ta question, qui est de savoir qu'est-ce que je fais dans ce cas-là, d'ailleurs, ce que tu décrivais, c'était réellement une amélioration sur ces 3-4 dernières années où on te propose d'accepter ou de refuser. La plupart du temps, si vous rappeliez des bannières auxquelles on avait affaire il y a 2-3 ans, c'était on accepte. On en voit toujours encore des bannières qui vous disent ce site implémente des cookies, on imagine que vous êtes OK avec cette procédure. Du coup, si vous continuez à naviguer, vous acceptez, vous consentez. Ce qui est directement une violation de la licéité du traitement qui est éclaircie par l'article 6 du RGPD, qui dit que le consentement doit être libre. On ne peut pas forcer quelqu'un à consentir. Donc après, tout à l'heure, tu as mentionné l'alternative accepter les cookies
ou les refuser et passer par une option payante, ça commence à se développer, bien que j'ai vu des implémentations de ça et des réactions de cours de justice dès 2019 à ce propos, qui disaient que ça c'était effectivement possible, que donc si on offrait une alternative payante avec un coût accessible, raisonnable, et je crois que c'était un cas une décision en Autriche, et c'était un site qui publiait des informations en ligne, enfin un site news website, avec donc la possibilité d'accepter les cookies ou de passer par une option payante. Et l'option payante, elle devait être de 6 ou 7 euros mensuels, et la Cour a déclaré que c'est une option, que le prix est acceptable, et que du coup c'était possible d'implémenter ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, là c'est la porte ouverte à du tout et n'importe quoi. Mais effectivement, pour répondre à ta question, ce qu'on a aujourd'hui avec tout refusé, tout accepté, c'est beaucoup plus en conformité avec l'argumentation. Raina vient de mentionner qu'effectivement, il y a des cookies tiers, des cookies première partie. Et corrigez-moi si je ne me sers pas du bon terme en français. First party et third party cookies. On peut se servir des deux pour de la mesure d'audience. Le problème avec les third party cookies, d'un point de vue réglementaire, c'est que quand on implémente un supplier, un fournisseur, et généralement c'est pas qu'un, on peut le voir à la liste de fournisseurs auxquels on doit consentir, qui est parfois très très long. Regardez les sites web par exemple de The Guardian en Angleterre. Du Monde en France, enfin n'importe. La liste est énorme. Et à chaque fois qu'on implémente une tierce partie, on doit avoir la documentation qui va avec, c'est-à-dire une documentation qui établit le rôle des parties. Généralement, le site qui édite son contenu va être vu comme un responsable de traitement. Et là, vraiment, c'est la question qui se pose à beaucoup d'entreprises. Quel est le rôle du publicitaire ? Et vous pouvez l'imaginer, ces relations contractuelles souvent se moquent des obligations de l'article 28, qui est l'obligation de mettre en documentation des instructions du responsable de traitement vers le sous-traitant. Juste pour compléter, d'abord une question. Combien de personnes ici ont lu le RGPD ? Ok, donc quand on dit article 28, ça va. Vous n'êtes pas complètement perdu. Non, c'est bon. Article 28 RGPD, c'est le sous-traitant. Exact. C'est l'article qui définit quelle est la relation contractuelle entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Et dès qu'il y a une relation, ça doit être documenté. Généralement, ce qu'il faut, c'est un contrat de service entre les deux entreprises. Et en plus de ça, on rajoute ce qu'on appelle un Data Protection Agreement. En français... Une clause RGPD. Une clause de traitement, de sous-traitance, il me semble. Ouais. Exact. Qui définit ce que le sous-traitant doit faire avec les données. Dans le cas mentionné tout à l'heure avec un éditeur de site et un publicitaire qui vient intégrer sa publicité à ce site, on est possiblement, enfin bien plus probablement dans une relation de responsable à responsable. Là, on appelle ça joint controllership, qu'on ne trouve pas dans l'article 28, mais... Ouais, la co-responsabilité, c'est encore un autre sujet. Ouais, et ouais, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Mais vous pouvez vous imaginer que quand une centaine, voire des milliers de prestataires se partagent les données en quelques millisecondes pour pouvoir avoir la possibilité de montrer une publicité sur un site web, et c'est justement ça le problème qu'a souligné la CNIL, qu'a souligné le ICO en Grande-Bretagne, l'autorité de contrôle, c'est que les données personnelles, sous forme de cookies, sont partagées de manière disproportionnée, sans un véritable contrôle de l'utilisateur. Et Raina mentionnait tout à l'heure qu'il y avait l'obligation, enfin, que les first party cookies, les cookies fonctionnels, se passe de consentement, et tu me diras ce que tu en penses, mais mon interprétation, c'est que s'il n'y a pas de consentement, ça passe en intérêt légitime, mais c'est jamais expliqué ou explicité dans la politique de confidentialité.
Ça se passe de consentement. Ça a été traduit dans les lois nationales de la directive e-privacy vers les lois nationales. Mais j'ai perdu le fil. Mais le reste, voilà, les autres cookies, les mesures d'audience, le traçage, le ciblage inter-plateforme, la recombination d'informations, tout ça, ça nécessite nécessairement le consentement. Et ça, c'est vraiment clarifié par la directive sur le e-privacy. Alors, puisqu'on parle e-privacy, si je peux compléter, Vas-y. sans transformer ça en débat d'experts, hein, parce que là, partir sur les bases légales et tout ça, je pense que je sais pas. Pour moi, il est un peu trop tôt. Encore, j'ai pas assez bu, notamment de l'alcool, donc on va pas aller là-dedans. Non, blague à part. Il y a différents sujets sur tout ce qui est cookies. Pourquoi c'est un sujet? Parce que c'est le truc le plus évident. La plupart du temps, parce que c'est notre navigation web, mobile, etc. C'est l'un des trucs les plus évidents quand on parle de maîtrise de ce qui est fait de nos données à caractère personnel par d'autres. Et c'est là que le RGPD, e-privacy, etc., dont on reparlera, je pense, dans pas longtemps, c'est là où, en fait, ces textes, ce qu'ils viennent faire, c'est dire, OK, le RGPD va introduire et renforcer des droits individuels. Typiquement, ce que tu disais que oui, pourquoi, en fait, si j'implémente tel et tel cookie, si je le mets en place, je dois expliquer aux gens ce que ça fait. Je ne peux pas juste leur dire, oui, t'acceptes et puis basta. Enfin, si je peux, mais après, il m'arrive des problèmes, c'est-à-dire une amende, par exemple, des sanctions, etc. Et pourquoi, en fait, on insiste là-dessus, c'est qu'il y a un déséquilibre entre vous, moi, individu, et une société qui, en fait, connaît énormément de choses sur mes goûts, mes usages en ligne, etc. Parce que quand on parle typiquement, et c'est ça les points de crispation principaux, quand on parle de publicité ciblée, de reciblage, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui visite le site d'un média, Le Monde, Le Figaro, The Guardian, whatever, en fait, j'ai un profil qui est transporté ailleurs et qui, en fait, va être lié à mes habitudes de consommation. Donc, si vous voyez sur votre appli mobile du Monde une pub pour un pull rouge, dans mon cas, il ne faut pas se demander d'où ça vient. Et donc, la question est, comment est-ce que je me débrouille dans ce monde où, en fait, j'ai des usages, j'ai des préférences, et je les retrouve, en fait, éparpillées partout sur Internet, si on veut le dire comme ça, sans que je puisse vraiment savoir qui fait quoi, à qui je dois demander de supprimer certaines choses, etc., etc. Parce que, notamment dans le cadre de la publicité en ligne, il y a des enjeux énormes sur la transparence. Donc, quand quelqu'un vous dit dans une politique de confidentialité, combien de gens ici lisent les politiques de confidentialité avant? Ah, merci, je ne suis pas toute seule. Voilà, on est quelques-uns, quelques-unes à le faire. On en parlera tout à l'heure, on se fera un petit truc à l'alcoolique anonyme. Voilà. Mais en fait, quand vous lisez ça, il y a souvent une notion vague de ces données peuvent être partagées avec nos partenaires, machin. Ouais. Oui, enfin, c'est qui tes partenaires? Ils vont en faire quoi? C'est partagé ou ça peut l'être? Généralement, ça l'est. Mais tu vois, même si ça peut, d'accord, mais moi, en fait, je viens chez toi chercher un service chez toi. Je veux pas que la terre entière sache que je préfère les vêtements rouges, quoi. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Et donc, qu'est-ce que je peux faire face à une organisation, à une entreprise, etc., dans cette situation? Et c'est là où le RGPD, en fait, essaye et commence à y arriver de manière laborieuse. Je travaille ma subtilité sur justement le rétablissement d'un équilibre entre les individus et les organisations qui traitent leurs données à caractère personnel. Et c'est là où ça me permet de faire un crochet avec e-privacy, qui est en fait d'abord une directive et qui, depuis
quelques années, attendez, j'ai les dates, depuis 2017, est censé devenir un règlement. Parce qu'en fait, e-privacy date de 2002 et l'objectif premier de la directive e-privacy, c'était de protéger les données des utilisateurs dans le cadre des communications électroniques. Sauf que l'état des communications électroniques en 2002, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi je sortais de lycée, donc j'ai un vague souvenir, on était tous sur IRC, on jouait tous à Duke Nukem et Diablo 2, voilà. Mais l'état des communications électroniques en 2002 n'a strictement rien à voir avec l'état des communications électroniques aujourd'hui. Zéro rapport. Enfin, oui, il y a des fournisseurs d'accès à Internet, oui, super. Mais il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Gmail en 2002. Il y avait plein de choses, en fait, qui existent aujourd'hui, qui n'y étaient pas. Donc, il y a eu une mise à jour de cette directive en 2009, et c'est ça qui a amené ces histoires de cookies, parce que c'est grâce, ou en raison, ou à cause de cette directive, que maintenant, on va se retrouver avec l'obligation pour les gens de mettre, avant c'était les bandeaux cookies, aujourd'hui complété par le RGPD, ça va être les cookie walls, vous savez, les espèces de trucs énormes où il faut cliquer chaque truc, machin. Et en fait, il y a eu ce besoin de mettre à jour la directive et de la transformer, aussi de changer de véhicule législatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de règlement, c'est un autre, on va dire, levier d'action, qui en fait, l'objectif était que ça complète le RGPD, que ça précise le RGPD. Donc les deux étaient censés sortir plus ou moins en même temps. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes avec tout ce qui est justement cookies, avec tout ce qui est des éléments qui normalement sont traités dans e-privacy. Durée de conservation par exemple. Combien de temps un acteur peut conserver mes données? Ce matin, la CNIL a prononcé une amende de 800 000 € contre Discord, vous savez, l'outil en ligne que notamment les gamers aiment bien, pour, entre autres, ne pas avoir informé les gens qui l'utilisent combien de temps ils conservent les données. Discord fait de la vidéo, Discord fait du vocal. La vidéo, la voix, enfin l'image, la voix, on peut ramener ça sur de la biométrie. Donc là, on part sur des sujets qui sont en fait largement plus complexes et plus sensibles que le truc de juste avoir une vidéo avec des potes, quoi. Donc, mais ces sujets-là étaient censés être précisés par e-privacy, le règlement. Et c'est là où le panier de crabe est complet et que e-privacy, même s'il y a eu une proposition de la Commission présentée en janvier 2017, donc c'était la précédente législature, on n'a toujours pas de règlement finalisé et accepté, parce que le Parlement s'est prononcé peu après, a publié son rapport, c'est ce que tu m'as envoyé hier, par mail, en me disant « Est-ce que c'est ça le texte qu'on cherchait ?» Non. Et depuis, en fait, les trilogues ont repris, donc avec le Conseil et le Parlement et la Commission, pour à quoi ressemblait le texte final. Et c'est là où ça tape bien fort entre le Parlement et le Conseil, parce qu'ils ne défendent pas les mêmes postures et les mêmes positions. Le Parlement étant très en faveur de tout ce qui est droits fondamentaux, le Conseil étant beaucoup plus, on va dire, laxiste, pour des raisons différentes. Et typiquement, les sujets de conservation de données font partie des trucs où ça se tabasse quand même pas mal. Parce que les États, donc le Conseil, voudraient des conservations en fait, de durée indiscriminée, évoquant la probabilité que ça serve pour des sujets de sécurité nationale, etc., etc. Alors que côté Parlement, on dit non, on ne conserve pas les données des gens dans n'importe quelle condition, infiniment, etc., etc. Donc ça continue, hein, ça continue, on n'y est pas encore. Donc on va voir si la présidence tchèque va pouvoir avancer là-dessus, sachant que elle finit en 31 décembre. Donc on va voir comment ça va se passer d'ici la fin de l'année, la présidence du Conseil, j'entends, et après comment les Suédois, qui vont prendre la suite en janvier, vont en fait aborder ce sujet-là. Voilà, ça c'était le moment souffrance intellectuelle sur les sujets réglementaires.
Je comprends bien maintenant beaucoup mieux pourquoi quand je prête mon laptop à ma gamine et qu'elle cherche après du maquillage, après ça je reçois des mails pendant des semaines et des mois pour avoir du nouveau maquillage. Par contre, si je me place maintenant de l'autre côté de la barrière, du côté de l'entreprise, parce que finalement je gagne ma croûte aussi, donc je travaille également pour des entreprises, je ne passe pas mon temps à acheter des pulls rouges sur Internet. Qu'est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise ou en tant que DPO dans une entreprise, qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter d'être poursuivi, d'avoir des amendes, d'avoir une mauvaise image, une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux et sur le marché, parce que j'aurais bien malencontreusement, malgré moi, un petit peu éraflé le RGPD ou le e-privacy, ou qu'est-ce que je peux, on va dire, mettre en place pour rester, on va dire, du côté des gentils. Bonne question. Nous, on a ces questions tout le temps. On passe nos temps en réunion, en remote calls avec les clients pour des questions super simples du type qu'est-ce qu'on met sur notre bannière, qu'est-ce qu'on doit rédiger. Alors la question qu'on leur repose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec vos cookies, quelles sont vos tierces parties que vous mettez en place. Est-ce que c'est uniquement des premières parties? Quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez faire? En fonction de ça, on verra quel est le texte à mettre. Donc, on a des questions sur la fonctionnalité, comment l'expérience de l'utilisateur, quel texte va être présenté par rapport à quelle option, qu'est-ce que ça veut dire dans le back-end. On a mentionné tout à l'heure que le consentement doit être libre. Il y a aussi trois autres obligations pour mettre en place un consentement licite, valable. Rappelez-vous que si le consentement n'est pas valable, il n'y a pas de consentement et que du coup ça va être difficile de démontrer que vous avez une base légale, une justification légale pour le traitement des données qui est derrière ce traitement, derrière le consentement. Donc on a dit libre, éclairé. Donc éclairé, ça revient à ce que mentionnait tout à l'heure Raina sur l'obligation d'informer. La transparence, c'est vraiment le principe numéro 1 de la protection des données. Univoque. J'oublie toujours le 4e. Attends, je l'ai écrit quelque part parce qu'en français, en fait, l'idée, c'est que personne ne vous contraint et que vous avez, par exemple, la formulation qui dit si vous cochez cette case, alors vous ne recevrez pas de la communication marketing. Ouais. Non, c'est pas univoque. C'est je veux recevoir vos newsletters marketing. Ça, c'est univoque. C'est je veux. Et actif et spécifique. Et en fait, c'est moi qui fais l'action. C'est pas vous qui précochez la case. C'est moi qui dois en fait dire d'accord, je veux bien. Ouais. Ou je veux. Ou je veux pas. Mais effectivement, ça c'est l'aspect front-end, c'est l'aspect interactif. Quelle est l'information qui doit être amenée et quel est le processus qu'on cherche à déclencher chez l'utilisateur pour qu'il donne son consentement éclairé. Sur le back-end, il y a aussi l'obligation à ce que ce consentement soit révocable. C'est-à-dire que lorsque je consentis à quelque chose, c'est ça ? Wow. Lorsque je consens à l'utilisation de mes données pour un but spécifique, je dois pouvoir retirer ce consentement à tout moment. Mais combien d'entre nous sommes confrontés à des bannières qui, soit on accepte tout, soit on refuse tout, soit on sélectionne, et puis tout d'un coup elles disparaissent, et qu'on est incapable de faire revenir à la surface pour modifier nos choix. Donc en fait, on n'a aucun moyen de révoquer notre consentement. Donc ça, c'est aussi une violation. Donc il y a l'aspect front-end, il y a l'aspect back-end, il y a l'aspect clarification, quel texte on doit mettre en place. Et puis donc, pour répondre à ta question, Christian, qui est qu'est-ce que je dois faire pour être one of the good guys, l'aspect transparence, je disais tout à l'heure, c'est le principe numéro 1 de la protection des données. Pas du RGPD, ça prédate de très longtemps le RGPD, mais ça a été renforcé dans le principe 5.1. Transparence, c'est-à-dire dire ce qui se passe avec les données, permettre
que le consentement soit révocable, et puis s'assurer qu'on ait une documentation disponible. Un autre problème qu'on mentionne jamais assez, c'est que dès qu'on a une tierce partie qui prend part dans le traitement, il y a bien des chances que ces données sortent de l'Union européenne. Et là, on trigger, on déclenche le chapitre 5 du RGPD, qui est toutes les obligations sur les transferts internationaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on implémente une tierce partie sur notre site web, qui, elle, serait basée, par exemple, aux États-Unis, les données personnelles qu'on a récoltées par le biais de ce third-party cookie va être potentiellement envoyé, enfin très probablement envoyé hors de l'Union européenne. Et en plus d'avoir besoin d'un contrat de service, d'un Data Protection Agreement, article 28, on a en plus besoin de mettre par-dessus une couche de protection des données de la personne. C'est assez ambigu et difficile à comprendre pour les entreprises, sous forme d'instruments de transfert. Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment un casse-tête depuis Schrems 2, c'est le 16 juillet 2020, où en gros, c'est illicite de transférer les données vers les États-Unis. Il y a moyen de moyenner, mais c'est jamais très simple. Ça coûte un temps monstre et de l'argent, parce que nous, on le facture à nos clients, de mettre en place une documentation qui explique que ces données n'ont pas d'intérêt pour les services secrets américains ou bref. Et donc, c'est pas mal de compliance, pas mal de rédaction. Je ne suis pas sûr que ça protège les personnes plus que ça. Et donc peut-être qu'on va avoir on va voir un Schrems 3 bientôt. Voilà. On va voir. Non mais Alex a le chic à chaque fois de lancer les sujets compliqués comme ça avec une nonchalance que je lui envie. C'est pour compléter ça c'est vraiment le côté. En fait, faut avoir les fesses propres. Ce qu'il vient de dire, en fait, c'est ce qu'on explique aux clients, c'est écoutez, vous pouvez pas faire autrement en fait. Vous devez faire des traitements de données à caractère personnel, donc il faut avoir les fesses propres. Et pour aller au-delà de ça, c'est moi les discussions que j'ai eues quand j'étais DPO dans une vie précédente, c'est de dire ok, comment est-ce qu'on fait pour que tous ces efforts qu'on fait, on les transforme en avantage concurrentiel. C'est la même chose avec la cyber, c'est la même chose avec la sécurité. Pour beaucoup de gens, c'est un poste de coût, c'est de l'OPEX dans les budgets tous les ans, c'est-à-dire à ce moment-là de l'année, grosso modo, où on s'arrache les cheveux à négocier des épaisseurs de traits. Est-ce que je peux payer 20 000 € pour ceci ou pour cela ? Et en fait, à chaque fois, c'est la question est de dire, ok, on a les fesses propres, on sait faire. On sait en fait faire les choses bien. On comprend que, bien sûr, la loi, c'est obligatoire de s'y conformer. On peut ne pas, mais après, il y a d'autres gens qui viennent vers nous, et ça s'appelle la CNIL, et ils peuvent être très sympas, mais quand ça frappe, ça tape un peu fort. Donc, on ne veut pas, en fait, de toute cette mauvaise presse, on ne veut pas en fait d'un sujet qui menace notre marque. C'est une question de, comme disent les Américains, de brand safety. Donc est-ce que je peux préserver ma marque ? Et donc comment est-ce que je valorise tout ce que je fais ? Donc, comment je fais savoir tout ce que je sais faire ? En termes de protection des données à caractère personnel et en termes de sécurité, en fait, des mesures techniques de sécurité. Comment est-ce que je fais ça ? Et en fait, très souvent, moi, enfin, la façon dont je vois, je ne sais pas si pour vous c'est pareil en Allemagne, mais pour moi, le niveau d'intervention auprès de clients de toute taille a vraiment évolué de... est-ce qu'on peut travailler pour être OK sur la partie à la fois gouvernance et à la fois technique, mesures techniques, et
comment, en fait, une fois que j'aurai fait ça, et que j'aurai placé en fait un rappel, je sais pas, par exemple tous les ans, pour revoir les registres de traitement, pour revoir si je dois faire des analyses d'impact, etc. Comment en fait est-ce que je valorise ce que j'ai fait chez moi? Et une de mes clientes, c'est une TPE, une très petite entreprise de recrutement et de formation pour tous les sujets liés à la diversité et à l'inclusion. Donc là, dit comme ça a l'air... des recruteurs. Ouais, sauf que ça veut dire derrière qu'ils ont des CV, qu'ils ont potentiellement des personnes dont ils connaissent les situations de handicap. Malentendant. Donc ça, ce sont des données, là on rentre dans la santé, dans les données sensibles, Sensu RGPD. Donc on parle d'une boîte, ils sont 8. Ces gens-là, c'est mes clients depuis 2 ans, et c'est tous les ans, c'est nous, on veut vraiment, en fait, nous, on veut être respectueux envers les gens qui nous font confiance. Et on avait par exemple écrit dans la demande au début qu'ils m'ont faite, c'était « Est-ce que tu peux, s'il te plaît, ajouter dans ta proposition commerciale la rédaction de contenu, blog, information à destination des personnes qu'on va sourcer, de nos clients à nous, donc qui nous demandent de recruter pour eux. Est-ce que tu peux ajouter la rédaction de ces contenus-là dans ta proposition commerciale ? Parce que nous, on ne fait pas le truc juste pour cocher des cases et avoir un truc sur le mur qui dit « ouais, c'est bon ». On fait ça parce qu'on veut vraiment ne pas nuire aux gens avec qui on travaille. Et c'est pour eux une question de confiance, et ce qui me ramène à notre titre, de comment est-ce qu'on construit la confiance. La confiance, c'est très bien de savoir faire, il faut aussi faire savoir. Et donc c'est pour ça que je dis, moi, mon intervention en fait auprès de plein d'acteurs a vraiment évolué vers on va superviser, on va piloter, on va structurer ce respect de la loi. Truc très bête, dit comme ça, mais ce sont les règles qui font qu'on vit ensemble en société. Et on va essayer en fait de faire comprendre, de faire émerger des manières de dire ce qu'on fait. Et ce qui est en fait complètement aux antipodes un peu du bashing qu'on peut avoir régulièrement de la part de certaines personnes qui ne s'intéressent pas aux détails, qui sont là, ouais, le RGPD, ça empêche l'innovation. Parlons-en aussi de toutes les sociétés qui existent depuis le RGPD. On appelle, il n'y a pas de traduction de ça en français, les Privacy Enhancing Technologies. Donc, les boîtes qui vous font les murs de cookies sont des boîtes qui n'existaient vraiment, pas vraiment avant le RGPD, qui aujourd'hui, les 10-demi, etc., ont je ne sais pas combien, des centaines de milliers de clients. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui, pour moi, est important et que je vois, en fait, arriver. Et donc, ça peut aller dans des trucs très bêtes, mais genre préparer des templates, si ces personnes-là ont un DPO mutualisé, ce qui est souvent mon cas, préparer des templates de réponse, par exemple, à une demande d'accès. Et non pas vous dire ah oui, c'est bon, on a supprimé. Mais ce n'est pas la question. La question que je pose, c'est de savoir quelles données à caractère personnel vous traitez de moi. Je ne vous demande pas de les supprimer, je demande de savoir. Aujourd'hui, on a encore, pratiquement 2023, des organisations, et des grandes, qui, quand vous leur envoyez ça, déjà, ils vous demandent obligatoirement une pièce d'identité. Ah oui, alors. Ça, c'est un autre sujet. Et après, ils font non, mais c'est bon, on a supprimé. Ouais. C'est pas le sujet. Et donc, ça passe aussi par une sérénité qui est de dire, parce que j'ai fait le job, parce que j'ai les fesses propres, j'ai fait les trucs chez moi, je sais à peu près à quoi ressemble le process d'une réponse à une demande d'accès, à une demande de suppression, etc. On va en fait être serein pour répondre dans les délais. Et après, on est allé même avec certains clients à écrire les scripts qui permettent de vérifier que les données ont bien été supprimées, qu'elles n'existent plus. Et c'est un truc qu'on fait en fait en permanence.
quand il y a une demande de cet ordre-là, qui permet aussi de sortir une espèce d'attestation comme quoi, en fait, oui. Et si la CNIL est venue, vient et demande de voir ces choses-là, on a en fait des choses à montrer. Et je finis là-dessus, comme ça on peut ouvrir peut-être pour des questions. Ça, pour moi, c'est là on est pas tellement on a coché des cases, mais on est vraiment on a compris et on s'est approprié l'esprit de la loi, qui est de dire, article 5, accountability ou en français redevabilité, qui est de dire la transparence c'est bien, prouver que ce que je dis c'est ce que je fais, c'est mieux. Tout l'aspect traçabilité, etc., qui sont des sujets complexes techniquement, mais qui, si on a en fait une approche structurée, même si parfois elle est technique, elle est barbare, et je ne parle pas que technique, que technologique, je parle aussi juridique, parce qu'il y a des moments où on est en train de se tabasser sur un mot, sur 2 virgules, machin. Une fois en fait qu'on est à l'aise avec ces aspects-là, on peut aller plus loin et effectivement être serein en disant, voilà, moi c'est ça ma pratique. N'hésitez pas à venir m'en parler et me poser des questions. Je sentais, Alex, néanmoins, que l'évocation de la pièce d'identité, ça te... C'est un truc de malade, la pièce d'identité. Peut-être juste avant de passer aux questions, avoir un... Ouais, non, parce que là, en fait, il y a mille et une choses. Je te rejoins entièrement sur ce que tu dis là, sur la valorisation, l'avantage concurrentiel, la communication, la confiance. Et ça passe aussi par la mise en œuvre de la conformité, pas simplement vis-à-vis de l'utilisateur qui vient sur votre site, mais aussi en interne. Parce qu'en tant que DPO, on forme les équipes au règlement, on forme les équipes aux besoins, aux exigences de documentation, par exemple. Mais à chaque fois, on est obligé de rappeler au management que les employés sont aussi des personnes. Les employés sont des data subjects, sont des personnes concernées, et putain, pardon, excusez-moi mon français, mais on traite leurs données, mais des données super sensibles. Un exemple, parce que ça me permettra de faire le lien avec la CNIL, nous on opère en Allemagne. Si un recruteur en France vous demande quelle est votre religion, est-ce que vous êtes catholique, ça c'est une violation de l'article 9 du RGPD. Mais vraiment, là vous pouvez leur tomber dessus. Bon, si vous voulez le boulot, c'est difficile. Mais ça vaut le coup quand même. Surtout si on ne vous offre pas le poste. En Allemagne, c'est une obligation légale de demander à l'employé s'il est enregistré auprès de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où un employeur me donne un boulot, il va prendre mes données bancaires, il va me verser un salaire et prélèvement de la taxe à la source, je vais payer une taxe à l'Église. Donc en Allemagne, c'est une obligation légale de poser cette question. En France, et ça c'est vraiment les variations, un exemple parmi d'autres, de variations au niveau des États membres. En France, c'est une violation grotesque. Et pour en revenir à la carte d'identité, ça m'est arrivé effectivement une fois de demander à une entreprise qui m'avait envoyé de la pub, de leur demander d'où viennent mes données. C'est vraiment le droit d'accès, le droit de savoir si j'ai consenti, effectivement, si le traitement est licite, ou si elles ont été rachetées ou partagées par une entreprise à laquelle j'avais effectivement une vraie relation. Et pour répondre à ma question, on m'a demandé de fournir un scan de ma pièce d'identité. Et là, j'ai halluciné, mais vraiment littéralement j'ai halluciné. Et j'aurais demandé, mais à partir de quel moment est-ce que vous m'avez demandé ma carte d'identité pour pouvoir comparer si la carte d'identité que vous aviez en stock dans vos archives correspondait à la carte d'identité que vous fournissez maintenant? C'est ridicule. Leur réponse a été de me dire « Ah non, mais ça, on a le droit de le faire, c'est la CNIL qui le met sur son site. » Je suis tombé des nues, je suis allé voir sur le site de la CNIL. Effectivement, il est possible de demander, il y a une page dédiée à ça, une carte d'identité. Donc, j'ai contacté la CNIL. En cas de doute raisonnable. Ouais, c'est littéral, c'est un cas de doute raisonnable. Justement. Donc,
Et effectivement, dans ce cas-là, la démarche, c'est de dire, ben non, c'est disproportionné. Le traitement de ma carte d'identité est disproportionné à ma demande, qui est de savoir quelles sont les données que vous traitez à mon sujet, surtout en relation à la démarche marketing. Et du coup, la personne que j'ai eue à la CNIL n'était pas responsable de ce secteur, mais a trouvé ça effectivement très judicieux de peut-être revoir cette pratique. Mais à ma connaissance, je ne connais pas d'autres autorités de contrôle en Europe qui permettent de faire ça. Là, il n'y a pas de permission, c'est dans le RGPD, article 12, si ma mémoire est bonne. Attends, parce que ça, c'est le seul point de discorde qu'on a depuis qu'on a commencé cette discussion. Donc, j'en profite, parce que sinon, on est super d'accord, et tu vois, c'est là un peu de fight. Non, tu as, si ma mémoire est bonne, article 12, dans le RGPD, tu as un cas de doute raisonnable. Ouais. Le requéreur, donc la personne qui demande d'où viennent, enfin, qui fait une demande d'accès, de machin, peut en fait être soumise à une demande de fournir une pièce d'identité. Sauf que c'est celui qui te demande de la fournir qui doit t'expliquer en quoi il a un doute raisonnable sur ton identité. Et ce n'est pas, et c'est là où tu as des sujets de mots qui ont leur sens. Ces personnes, par exemple, te demandent de prouver ton identité. On te demande de justifier de ton identité. C'est très différent. Donc en fait, pièce d'identité, ça peut aussi être, je ne sais pas, dans le code électoral en France, tu peux aller voter avec ton permis de conduire. Donc ça, tu vois. Et c'est là où les trucs, et la CNIL a fait une rectification, parce qu'on a été plusieurs à râler là-dessus, parce qu'il y avait à un moment donné, dans les politiques de confidentialité de certains commerçants en ligne, il y avait, si vous voulez faire l'exercice de vos droits, merci de soumettre par défaut une pièce d'identité. Et en fait, on a été plusieurs à dire non, là, c'est bon, quoi. Ouais, parce qu'on est une petite communauté en France où on est des clients réguliers à la CNIL. On voit des trucs, on discute avec, etc. Parce que, comme un peu partout en Europe, les autorités sont sous-staffées, sous-financées. donc, mais ça fait des communautés, en fait, de pratiques intéressantes. Parce que ça permet justement de faire circuler l'information et d'avoir ce genre de discussion aussi entre praticiens et entre des gens qui parfois ne comprennent pas tout, parce que si vous lisez les sites web des autorités, franchement, je parle bien français, mais là, il faut parler une autre langue en plus, le légal, voilà. Donc, il y a ça aussi. Je commence à avoir faim. D'accord. Est-ce que tu aurais une phrase pour nos participants ramener chez eux à la maison ? Juste une phrase, je sais que pour toi c'est compliqué. Elle doit faire combien de... Short, tu as 10 secondes. 10 secondes. Ce que vous savez faire, faites-le savoir. Voilà, pour finir là-dessus. Alex ? Parce que j'ai vu que tu as pris énormément beaucoup de notes. Et ouais, maintenant je ne sais plus desquelles je vais me servir. Une phrase. Une phrase. Lisez le texte de loi, parce qu'il est super accessible. Le mettre en place, c'est difficile, mais le lire, c'est donné à n'importe qui. Voilà, c'est une phrase. Cool. Est-ce que vous avez des questions ? J'imagine qu'on va pouvoir continuer pendant le déjeuner, la pause déjeuner, mais malgré tout. Bonjour. Merci pour ces éclaircissements. Moi, je suis Diawara Abidine. Je viens du Mali. Je suis responsable d'une société informatique qui fait aussi de la sécurité depuis quelques années. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que les sites sur lesquels en fait on ne demande pas notre consentement pour les cookies, est-ce que ça veut dire que c'est des cas de cookies fonctionnels? Ça, c'est un. D'accord. Parce qu'une question, c'est... J'imagine en fait que dans tous les pays, il y a des organismes en fait qui gèrent un peu la protection de la vie privée. Chez moi, c'est l'APDP, et qui a été mise en place en fait il y a 3 ou 4 ans, qui peine et qui a beaucoup de difficultés en fait pour vraiment faire ces activités. Donc du coup, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a déjà un organisme en fait central qui régule ou qui surveille un peu les travaux réalisés en fait par tous les organismes en fait de ce type-là dans tous les pays. Aussi, est-ce qu'il y a des organismes en fait qui aideraient des organismes qui ont des difficultés, par exemple en fait de réalisation de leurs travaux, d'atteinte en fait de leur objectif,
à le faire en fait peut-être sur le plan financier ou voilà ou d'autres plans. Donc c'est un peu ça. Ouais, juste une petite question. Du coup, quand tu dis est-ce qu'il y a un organisme qui regarde ce qui se fait, tu veux dire à un niveau international? Exactement. À ma connaissance, non. En Europe, c'est le European Data Protection Board, CEDP. Mais à un niveau international, je ne pense pas. Après, il faut voir si l'APDP au Mali mais c'est dans le texte de loi en principe, a dans ses compétences l'obligation d'aider les entreprises, donc à interpréter, à comprendre. Et puis pour ta question, et je pense que Raina aura beaucoup de choses à rajouter, mais pour faire très bref, la question sur le support financier à la démarche, ça je pense que c'est au niveau des chambres de commerce. Tout simplement, il y a beaucoup de fonds qui sont donnés, enfin je parle à un niveau régional ou au niveau de la ville. En Allemagne, ça serait l'État. Il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles pour aider à tout ce qui est numérisation, tout ce qui est numérisation des services, pour faire large. Et très souvent, la conformité au droit passe sous ou dans le bucket de conformité à la sécurité informatique. Et d'ailleurs, un autre élément qu'on n'a pas couvert tout à l'heure, mais qui me semble d'importance, c'est le point commun qu'il y a entre le RGPD, qui est un cadre réglementaire, et par exemple l'ISO 27001, qui est un cadre normatif, c'est que tous les deux se concentrent ou ont une approche basée sur le risque. Et dans le RGPD, on trouve des articles dédiés à la documentation, à la transparence, à la traçabilité des mesures techniques et organisationnelles, articles 32 à 36. Alors sur la question quand on n'accepte pas, il y a différentes choses. C'est quand vous avez votre cookie wall, là, vous savez, le truc qui liste les différents cookies, vous avez maintenant, là, depuis les différentes précisions par les CNIL, la CNIL française, mais les CNIL européennes plus largement avec le EDPB, vous avez en fait 3 options. L'option refuser tout, accepter tout, et souvent tout en petit en haut à droite, dans la fenêtre de la cookie wall, vous avez continuer sans accepter. Oui, alors, donc c'est les gens qui ne sont pas encore à jour. Et donc ils vont avoir accepté tout, en savoir plus. Ah, et donc ça, ce sont des gens qui vont se faire taper sur les doigts dans pas longtemps, parce qu'il y a différentes actions, y compris des actions de groupe au niveau européen, qui en fait visent justement ces gens-là, qui ne sont toujours pas à jour sur ça. Parce que, bien sûr, et ça c'est tout un sujet qui concerne tout ce qui est dark patterns entre autres, etc. Donc c'est tout un sujet qui concerne le fait en fait de semer la confusion auprès de l'utilisateur et l'utilisatrice pour que finalement la personne accepte parce que c'est juste plus simple. Et donc c'est une pratique qui n'est pas considérée comme justement conforme à toutes les exigences de clarté, de spécificité, etc. Et je vous propose de continuer ça devant le lunch, parce que nous avons encore une question là-bas derrière, je pense. Okay. Du coup, bonjour. on va juste dire, j'ai pas du tout fini de vous répondre, donc on se reprend après. Merci. Ok, bonjour, donc je suis Jocelyn Adjobi, je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 2 questions. La première question, c'est un peu la perception qu'on a du RGPD. On a l'impression quelquefois qu'on coche des cases en fait. Donc le point qui se pose, le premier point, c'est de savoir où en est le projet qui consiste pour les navigateurs à pouvoir configurer. Je suis sur Chrome, je suis sur Safari, et je configure en disant je ne veux que les cookies fonctionnels, je ne veux rien d'autre. Est-ce que c'est un projet qui avance, qui évolue? Première question. Deuxième question que j'ai, c'est de savoir où en est le projet de Google sur les flocs. Google avait un projet sur les flocs, les cohortes. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qu'on en pense au niveau international? Merci. Sur la première question, la deuxième, je ne la commenterai pas parce que je ne suis pas à l'aise en fait avec l'idée de faire
une précision concernant un éditeur, enfin un acteur particulier, surtout qui est en position oligopolistique. Voilà. Donc cette question, enfin, on peut en discuter à titre privé pendant le déjeuner. Mais voilà. Sur votre première question, c'est l'un des sujets privacy, justement. Et dans les sujets techniques d'antagonisme, déjà à un niveau européen, mais pas seulement, avec aussi les éditeurs de navigateurs, etc. Vous avez la question qui est toujours pas résolue de est-ce que on veut pouvoir gérer les cookies au niveau du navigateur ou au niveau du système. Et pour l'instant, il y a des arguments en faveur et en défaveur pour les deux, et on discute. Donc voilà, on verra, ça fait partie aussi, c'est un sujet super complexe aussi, parce que c'est en quelle mesure vous, encore une fois, vous rendez à la personne la maîtrise de pouvoir faire des choses. Pour moi, aller gérer un navigateur web, je peux l'expliquer à ma grand-mère. Lui expliquer où aller chercher dans son Windows, je sais pas, mais moi j'ai trop de cheveux blancs pour ça. Voilà. Donc non, il y a un vrai sujet de maîtrise justement de ce qui est possible de faire, de comment ça va être implémenté, quelle que soit la solution, parce que justement la clarté et la simplicité de pouvoir gérer ces trucs-là, c'est une obligation du RGPD qui pour l'instant personne ne respecte, voilà, ou pas grand monde, et ça fait partie aussi de ces sujets-là, à quel niveau technique, purement technique, on gère ces sujets-là. Très bien. Bien, je pense que nous allons clôturer ici. Si vous avez encore des questions, je vous invite à venir retrouver Raina et Alex pendant la pause déjeuner. Merci à tout le monde pour votre participation, votre attention, et à tout bientôt. Merci à vous aussi, les panélistes. Je vous invite à...